Yo, hello les amis, how you doing? Good morning or good afternoon en fonction de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je réponds au nom de AD et sur cette chaîne, je fais pas mal de vidéos sur comment devenir bilingue et comment se lancer en tant que freelance. Alors aujourd'hui, et un peu comme à l'accoutumée, nous allons aborder une thématique qui est d'une importance capitale pour la plupart des francophones qui apprennent l'anglais. Et cette thématique, c'est quoi? C'est le séjour linguistique, les amis. Beaucoup de personnes, beaucoup de francophones me contactent et me disent, bah voilà, monsieur AD, je voudrais bien apprendre l'anglais, mais bien avant ça, ok, j'ai envie ou j'ai pour plan de voyager sur un pays anglophone afin d'améliorer rapidement mes compétences et mes appétences pour la langue anglaise. Et bien avant ça, je voudrais, ok, prendre votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que le jeu en vaut la chandelle? Alors, bien entendu, c'est à ces questions-là que nous allons répondre dans cette vidéo. La vidéo sera riche, les amis. Elle sera super riche parce que je vais partager avec vous mon expérience personnelle, ok? Je vais, vous montrer les avantages et les inconvénients, les pour et les contre d'un séjour linguistique ou encore d'un bain linguistique. Ça démarre tout de suite après le générique. Top, c'est parti. De retour pour la vidéo les amis, mais bien avant de démarrer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais vraiment pas ce que tu attends parce que la vidéo sera chaude et c'est seulement ceux qui sont abonnés qui vont suivre jusqu'à la fin. Je rigole, mais abonne-toi et puis bah, voilà, on démarre avec les bonnes choses. Alors chers amis, pour commencer, je vais d'abord faire une petite clarification conceptuelle. D'entrée de jeu, c'est quoi un bain linguistique? Un bain linguistique ou encore séjour linguistique ou encore voyage d'immersion est une aventure ou un périple ou un voyage qui consiste à se rendre dans un pays dont la langue officielle est la langue que vous désirez apprendre. Terre à terre, right? À titre illustratif et pour me rassurer que vous avez bien compris mon explication, si on suppose que tu es en train d'apprendre le portugais, alors l'une des destinations que tu pourrais considérer, c'est quoi? Le Portugal, ouais. T'as capté, t'as capté, t'as capté! Le Portugal, le Brésil, l'Angola, ok, ou tout autre pays dans lequel on parle le portugais comme langue officielle, ok. Et pour quelqu'un qui désire apprendre l'arabe, ok, une destination peut être l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, whatever you want, you know what I'm saying. Et dans le cas spécifique sur cette chaîne, on parle beaucoup plus de la langue anglaise. Si vous désirez apprendre l'anglais, ok, l'une des destinations peut être le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Grande-Bretagne, ok, les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Malte, and the list goes on and on and on and on and on, you know what I'm saying. Donc du coup, le séjour linguistique consiste à se rendre dans un pays dont la langue officielle est la langue que vous désirez apprendre, ok, pour, ça peut être pour une courte durée, ok, ou une longue durée en fait, mais idéalement, on préconise une longue durée. Cela vous permet, entre-temps, de mieux découvrir la culture de la langue que vous apprenez, ok, de mieux pratiquer au quotidien et tout ça, dans l'objectif, bien entendu, de vite améliorer vos compétences dans cette langue-là. Donc, du coup, la question que la plupart des gens se posent est de savoir s'il est vraiment indispensable ou tout au moins obligatoire ou nécessaire de se rendre dans un pays anglophone avant de maîtriser couramment l'anglais. Pour ma part, pendant longtemps, je me suis dit, bah voilà, oui, c'est important, c'est nécessaire, ok, c'est indispensable, je dois aller dans un pays, anglophone. Et puis, bah voilà, lorsque j'étais encore plus jeune, bah, je suis encore jeune, hein, je suppose. Donc, lorsque j'étais encore un peu plus petit, bah voilà, j'avais le rêve américain, I was living the American dream, like, the US, ok, the United States of America, ok, je veux vraiment aller aux États-Unis, ok, le pays de toutes les opportunités et tous ces trucs-là qu'on nous montre à la télévision. Bon, moi, après, c'était beaucoup plus à cause de leur anglais que j'appréciais beaucoup, en fait. Donc, j'avais ce rêve-là, ok, je voulais vraiment aller aux États-Unis d'Amérique. Mais bon, après, lorsque j'ai eu le bac et que j'ai intégré la fac d'anglais, la première semaine des cours, c'était le 30 novembre 2015. C'était la semaine du 30 novembre 2015. Il y a cette date-là qu'on n'oublie jamais. Lors de cette première semaine de cours, j'étais tombé sur un monsieur très court de taille, très court de taille. Le gars n'était pas vraiment loin du sol. Je rigole. Il était, en tout cas, assez petit de taille, mais vraiment grand dans la tête. Okay? Ce monsieur, il s'est mis à parler l'anglais and I was like, oh my goodness. Oh my goodness, qu'est-ce que j'entends là? Est-ce que c'est la chaîne BBC ou la chaîne CNN que je suis en train d'écouter? Alors qu'en vrai, j'écoutais un Africain comme moi, ok, un Black comme moi, un Béninois comme moi, ok, quelqu'un qui est du nord du Bénin comme moi. Il parlait super bien anglais, alors là, super bien. Il était terriblement bon, terriblement bon.
terriblement bon en anglais. Et j'avais un autre ami, ok, avec moi en fac à l'époque, il s'appelle Martial. Voilà, cet ami, moi, on se rapprochait, ok, de l'autre aîné en question pour lui poser des questions et tout ça. Et voilà, on s'est rapproché de lui. Il a commencé par nous guider, il nous donnait des conseils, ok, lisez ceci, suivez ce film, suivez le journal en anglais, ok, faites ceci, faites cela, travaillez votre diction, travaillez votre vocabulaire, travaillez votre prononciation et votre accent et tout ça. Et il était super rigoureux. Il nous a inculqué une, stratégie d'apprentissage qui était vraiment, vraiment pédagogique en fait. Like, voilà, il était rigoureux, ok, strict envers nous et tout ça. Il attendait beaucoup de nous, il attendait beaucoup de nous. Et on s'y est mis. On s'y est mis, on s'y est mis. On bûchait, ok, des séries en fait. On bûchait des discours des présidents Barack Obama, Tony Blair, David Cameron, Theresa May, ok, et tous ces gens-là, même Donald Trump, ok, parce que lui, il est venu en 2016, donc un an après, même pendant la période des campagnes déjà, il avait, ok, des discours assez intéressants, donc on écoutait ces discours-là, vraiment pas pour le fond du message, juste pour l'anglais en fait, juste pour l'anglais, ok, just for the sake of learning the language, donc on écoutait ces discours-là. Moi, je me rappelle vraiment, mon kiff, c'était le président Barack Obama. Peut-être bien parce qu'on est né le même jour, ok, à la même date, un 4 août. Yeah, appelle-moi Obama. Donc voilà, j'écoutais vraiment les discours d'Obama, je les consommais en fait, je les consommais comme du cacahuète les amis, je les consommais. Je me rappelle, l'un des discours qui ont fait de lui le premier président noir des États-Unis, c'était un discours de 2008, non 2004 pardon. Ce discours, je l'ai écouté encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que j'ai fini par maîtriser toutes les paroles ok, de ce discours. Donc quand je dis qu'on a bûché les discours, c'est pas tout comme si on s'est assis pour dire bah voilà on veut bûcher ce discours. Non, on a écouté again and again and again, jusqu'à ce qu'on a su intégrer tout ce qui est dit dans ce discours-là. Même son discours d'au revoir, ok, même son discours d'au revoir, ok, son farewell speech en 2016, voilà, ouais, à la Maison Blanche. Enfin, c'était un discours de 45 minutes environ. Vers la fin, il faisait des shout-outs à Michelle Obama, sa belle-mère et tout ça, l'actuel président Joe Biden et tous ces gens-là. On a bûché, en tout cas, perso, j'ai bûché ces discours-là. J'ai bûché ces discours-là. J'ai bûché ces discours-là. Ça fait que, I was living, okay, the American English, you know what I'm saying? I was living it. I was living it. I was living it. Moi, j'étais tellement motivé, j'étais tellement déterminé à parler l'anglais comme ce année-là, bien qu'en étant dans un pays francophone, ok, à tel point que, il fut un moment où j'ai commencé par faire des T-sounds en français, des T-sounds dans ma langue maternelle qu'est le Yoruba en fait. Et le T-sound c'est quoi? Juste pour une petite clarification, c'est le fait de prononcer la lettre T comme Do ou Ro, ok? Lorsque cette lettre-là est située entre deux voyelles. Par exemple, vous entendrez les Américains dire water, ok, instead of water. Ok, better instead of better, et puis beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc, moi, par exemple, j'étais tellement à fond dans l'apprentissage que tantôt, lorsque je devais dire peut-être Cotonou, ok, je me surprenais en train de dire Cotonou. C'est rigolo, mais bah voilà, c'est la vérité, c'est la vérité. J'étais vraiment à fond dans l'apprentissage, à fond dans l'apprentissage. J'écoutais les discours d'Obama à longueur de journée, en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, c'était un petit matin autour de 5 heures comme ça, mon grand frère, parce que je partageais la même chambre avec lui à l'époque, il m'a réveillé, yo, wake up, lève-toi, lève-toi. Non, mais pourquoi? Enfin, genre, tu me déranges là. À longueur de journée, tu parles anglais et tout, mais là, maintenant, tu es en train de rêver dans ton sommeil et puis je te surprends en train de parler encore l'anglais dans ton rêve, en fait. C'est la vérité. Donc, j'étais tellement à fond dans l'apprentissage que même je rêvais dans la nuit et puis dans ce rêve-là, ok, je parlais l'anglais en fait. Et il entendait. Il m'a réveillé and I was like, sorry man. Donc, voilà. Et puis, on a fait ça, mon ami et moi, au bout de quelques mois, quelques années, ça a vraiment payé. Ça a vraiment payé, ça a vraiment payé. Au même moment, on avait un ami ok, qui, lui, était en faculté de médecine. Il était en 6e ou 7e année de la faculté de médecine. Ok, c'était un enfant de riche, ok, un gosse de riche. Pas un gosse riche, un gosse de riche. Voilà. Donc, il voulait apprendre aussi l'anglais, mais bon, vu que ses parents étaient assez friqués et assez tunés, on l'a envoyé à Accra, au Ghana. Le monsieur a fait 18 mois au Ghana, les gars. Il a fait 18 mois au Ghana. 18 mois plus tard, 18 months later, comme dans les films, quoi.
18 mois plus tard, il est rentré au bled et puis on était tous excités, ok, à l'idée de l'entendre parler l'anglais. On était tous excités à l'idée de l'écouter et tout ça. Mais le monsieur ne pouvait pas parler l'anglais. Il était obligé d'aller s'inscrire à nouveau dans un centre de formation d'anglais à Parakou. Ouais, 18 mois. Au bout de 18 mois, il parlait du Ashanti plutôt que de l'anglais. 18 mois en fait, à Accra. Voilà. Donc après, beaucoup de personnes se demandent s'il est vraiment indispensable d'aller dans un pays anglophone. Je vous dirais que oui, c'est important. En fait, c'est super important. C'est super important d'aller dans un pays anglophone lorsqu'on est en train d'apprendre l'anglais. Ok, je ne vous déconseille pas un bain linguistique, un séjour linguistique ou un voyage d'immersion. Non, jamais je le ferai. C'est super important. Mais vous devez garder à l'esprit que voyager sur un pays anglophone n'est pas de la panacée. Ok, ce n'est pas un remède miracle. Ça ne mettra pas l'anglais dans votre bouche. Ce n'est pas de la panacée, les gars. Donc, du coup, ça fait que si vous vous rendez dans un pays anglophone et que vous ne travaillez pas, et que vous laissez quelqu'un dans un pays francophone et que cette personne travaille son anglais, vous reviendrez voir cette personne en train de vous enseigner l'anglais. Yeah, c'est comme ça que ça marche. That's how it works. Ok, c'est comme ça que ça marche, les gars. C'est comme ça que ça marche. Donc, après, voyager pour un bien linguistique, c'est super important. C'est super important, ok? Moi qui vous parle, j'ai fait 4 mois, ouais, je crois septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, j'ai fait 4 mois dans un pays anglophone. À la base, c'était pas vraiment pour apprendre l'anglais en fait, parce que moi je parlais déjà l'anglais, ok, avant de voyager sur ce pays-là en question. Donc j'étais parti beaucoup plus pour m'immerger, ok, dans la culture de la langue, faire de nouvelles découvertes, découvrir de nouveaux métiers, ok, m'ouvrir vers d'autres horizons en fait parce que j'étais à une époque où je voulais faire un master, ok. Donc du coup j'étais parti dans l'optique vraiment de changer avec des étudiants qui ont eu à fréquenter l'université que je voulais fréquenter à l'époque, Legon University. Donc c'était beaucoup plus pour cette raison là que j'étais parti, mais honnêtement c'était une très belle expérience. Mais comme je vous le dis, ok, voyager sur un pays anglophone ne garantit pas que vous allez parler l'anglais. Il faut travailler. Et tout de suite, je vais vous dire ce que vous devez faire si, entre-temps, vous planifiez aller sur un pays anglophone pour apprendre l'anglais. Alors, place maintenant aux astuces pour tirer le meilleur, ok, de votre séjour linguistique ou de votre voyage d'immersion. La première astuce, les amis, serait de préconiser les logements de familles d'accueil. Les familles d'accueil, c'est la meilleure chose que vous puissiez choisir. C'est la meilleure option que vous puissiez choisir, en fait. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes vont et restent dans les résidences des centres de formation qui les accueillent. Et franchement, ça ne vous aide pas. Pourquoi? La raison est simple, en fait. Dans les résidences des centres de formation d'anglais qui vous accueillent, vous y trouverez des francophones comme vous qui sont venus apprendre l'anglais. Donc, vous y trouverez des Togolais, des Ivoiriens, des Guinéens, des Sénégalais, des Béninois comme vous peut-être, ok, qui sont également venus apprendre l'anglais. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont vraiment venus en vrai pour du tourisme, pas pour apprendre l'anglais en fait. Ok, ils sont venus pour du tourisme parce que pour la plupart, c'est des gosses riches, comme je le dis en fait. Et puis, bah voilà, les motifs et les motivations ne sont pas forcément les mêmes à la base. Donc, du coup, ça fait que lorsque vous êtes avec eux et que vous essayez de pratiquer la langue, ils ne vont pas forcément vous répondre en anglais en fait. Ils vont répondre en français puisque le français est beaucoup plus facile pour vous à l'instant T. Donc, du coup, ça fait que vous allez beaucoup moins pratiquer la langue anglaise avec eux. Et l'autre inconvénient du fait de rester dans les résidences universitaires ou dans les résidences de vos centres de formation est que si entre-temps vous avez un bon niveau avant de voyager, ok, vous risquez de vous retrouver au milieu des gens qui sont tous ou pratiquement tous inférieurs à vous en fait. Donc en griffe, c'est que vous serez quoi? Le boy de la clique. Le boy de la clique, l'éclaireur de la clique en fait. Et c'est très dangereux, c'est grave dangereux. C'est grave dangereux. Vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas apprendre. Ok, parce que, vous serez un peu comme le Tobu Jean Mazembe, you know what I'm saying? Vous serez comme, voilà, l'extraterrestre en fait, ok? Tout le monde vient vers vous, tout le monde vous vénère en griffe. Et puis vous n'apprenez plus en fait. Vous n'apprenez plus parce qu'ils sont en griffe, ils ont un niveau, ok, inférieur au vôtre. Donc, c'est vous qui les aidez, c'est vous qui dirigez les activités. Certes, en faisant ça, vous apprenez, ok, une ou deux choses, mais le fait est que ces trucs que vous apprenez, ok, sont inférieurs à ce que vous pourriez apprendre si vous étiez dans des familles d'accueil. Parce que quoi? Parce que dans les familles d'accueil, tout se passera
en anglais en fait, puisque vous ne comprenez pas la langue locale, ok, de ceux-là qui vous accueillent dans la famille en fait. S'ils parlent le Ashanti ou le Twi, vous ne comprenez pas ça. Right? Et ces gens aussi ne comprennent pas votre langue. Si vous parlez le Yoruba, le Fon, le Swahili, ok, ils ne comprennent pas cette langue-là. Donc, du coup, la seule langue d'échange serait la langue anglaise. Donc, quel que soit ce que vous avez à faire pour vous brosser les dents, pour manger, ok, pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, tout se passera en anglais en fait. Donc, vous allez très facilement et très rapidement développer vos compétences en anglais. Donc, c'est ça la première astuce. Si vous avez le choix, préconisez vraiment les familles d'accueil plutôt que les résidences universitaires ou bien les résidences de vos centres de formation d'anglais. C'est souvent cool parce que c'est proche, ok, des salles de formation, mais c'est moins avantageux en termes de niveau que vous aurez atteint au bout de votre formation. Donc, si après, votre objectif principal, c'est d'être à quelques mètres de votre salle de formation, là, oui, vous préconisez les résidences, ok, mais ça vous risque péril, quoi. Mais si entre-temps, votre objectif principal est de maîtriser l'anglais, préconisez les familles d'accueil si vous en avez le choix. La deuxième astuce, les amis, pour tirer le meilleur de votre séjour linguistique ou de votre voyage d'immersion serait de chercher une opportunité, ok, d'emploi, une opportunité de travail, une opportunité de stage, une opportunité de bénévolat dans le pays d'accueil. À titre d'exemple, si vous êtes dans le domaine de la mode, la fashion, ok, vous êtes peut-être un styliste et que vous avez voyagé sur Accra pour apprendre l'anglais, avant même de partir là-bas, tapez sur Internet, ok, faites des recherches, des centres ok, de stylisme ou des ateliers de stylisme, pardon, ok, dans lesquels vous pouvez aller les aider et proposer leur vos services gratuitement. Ça ne vous coûte rien. Et prévoyez ça avant de partir en fait, ok? Prévoyez le budget du transport, ok? Avant de partir, avant de quitter votre pays, bien entendu. Donc, trouvez un domaine, ok? Trouvez une entreprise, un atelier, une boutique dans laquelle vous pouvez travailler. Peut-être un travail qui est de votre domaine de travail. Si c'est ça, c'est l'idéal, ok? Ou si vous n'en trouvez pas, trouvez un truc que vous pouvez quand même faire dans l'optique de pratiquer. Qu'est-ce qui se passera? Ce qui se passera est que tous ceux que vous allez côtoyer dans votre futur lieu de travail, personne parmi eux, a priori, ne parlera ni le français ni votre langue maternelle. Du coup, vous serez contraint ou contrainte d'interagir avec eux uniquement en anglais, même si c'est du pur bénévolat. Non seulement vous allez apprendre, acquérir de l'expérience, mais aussi vous allez pratiquer la langue en fait, ad nauseam, ok, like 24/7. H24, vous serez là en train de parler l'anglais avec les clients, avec les collaborateurs, avec votre patron ou votre patronne, avec les collègues de travail et tout ça en fait. Même dans le bus, en allant à votre lieu de travail, ok, vous allez échanger en anglais avec le conducteur, les gens qui sont dans le bus et tout ça. Donc, c'est vraiment à votre actif. Même si c'est un stage non rémunéré, ok, voilà, faites-le. Du bénévolat, faites-le. Ça vous permet vraiment de pratiquer. Une troisième astuce est vraiment de s'intégrer lorsque vous voyagez pour pour une immersion. On appelle ça immersion en fait. Donc il faut vraiment faire de l'immersion. Intégrez-vous. Allez dans les marchés, les supermarchés, les hypermarchés, les salons de coiffure, les églises, ok, intégrez-vous en fait, faites-vous des amis dans la rue, faites-vous des amis. Moi, je me rappelle, j'ai un ami que je m'étais fait lorsque j'étais à Accra. L'ami il était un shoemaker, ok, les cordonniers, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a un mot beaucoup plus intéressant en français, mais bon, tout de suite, c'est le mot cordonnier qui me vient à l'esprit. Ceux qui arrangent, les chaussures. Donc, je m'étais fait ami à un mec comme ça et le monsieur, il parlait très bien l'anglais en fait. Il parlait très bien l'anglais, donc je pratiquais avec lui et puis bah voilà, c'était super intéressant. Une autre chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais serait de ne pas vous limiter à ce qui vous est enseigné, ok, dans les 4 coins de votre salle de formation en fait. Pratiquez avec votre coach, votre formateur, ok. Faites-vous ami à lui ou à elle si c'est une dame et sortez, ok. Pratiquez avec beaucoup de personnes. Lisez des livres, les gars. Lisez des livres, ok, lisez des livres. En allant, si vous savez que vous avez 12 semaines à faire dans le pays en question, gardez sur vous 6 livres. Et vous savez que vous avez peut-être 2 semaines pour finir un livre en anglais. Lisez, ok. Et aussi, suivez le journal en anglais dans votre pays d'accueil. Ok, oubliez tout ce qui est film en français, séries en français, babadage en français et tout ça, oubliez ça en fait. Les chaînes de télévision en français, oubliez-les.
ne serait-ce que pendant la période de votre séjour dans votre pays d'accueil, ou dans le pays hôte. Suivez le journal dans la langue que vous êtes en train d'apprendre, en l'occurrence la langue anglaise. Connectez-vous sur les chaînes de télévision anglaises et puis voilà, faites vraiment de l'immersion. En fait, les gars, faites vraiment de l'immersion. Si même vous êtes parti en équipe, ne restez pas avec les membres de votre pays en fait. Ça n'a rien de discriminatoire, c'est juste que vous êtes focus sur votre objectif en fait. You have a goal, un peu comme MLK, Martin Luther King, qui disait I have a dream, I've got a dream. Il a un rêve, et puis il a réalisé son rêve. Donc, vous avez aussi un projet, un objectif pour lequel vous voyagez. Donc, mettez les petits plats dans l'écran pour pouvoir atteindre vraiment votre objectif. Sans quoi, vous risquez de passer 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois dans un pays anglophone, revenir chez vous et ne rien maîtriser en anglais. Yeah, c'est possible. Donc, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, c'est que vous devez mettre en pratique les astuces que j'ai partagées gracieusement avec vous. En conclusion, les amis, retenez qu'un voyage d'immersion ou un séjour linguistique ou encore un bain linguistique est très important si vous voulez apprendre une langue. Mais après, mettez en pratique les conseils et les astuces que j'ai partagées dans cette vidéo. Donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager la vidéo avec un ami de ton ami, de l'ami de ton ami, qui la partagera avec un ami de l'ami de son ami, et ainsi tous ceux-là qui sont dans le besoin vont tomber sur la vidéo et puis voilà, ils pourront apprendre une ou deux choses, des pépites que j'ai partagées dans cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est ta manière à toi de me soutenir. Ciao ciao pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, j'oubliais, s'il y a des thématiques que vous voudriez que je développe, n'oubliez pas de les mettre en commentaire et je me ferai le plaisir de vous faire des vidéos sur ces thématiques là. This is our day. Peace.